Et c'est parti. Bonjour, Johan Lamant. Bonjour Olivier Cros, comment veux-tu? Ça va très bien. Écoute, merci, merci pour ton temps, merci pour ta présence. Merci à toi. On va, écoute, se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose de te poser mes 10 questions abyssales euh, D'accord, auxquelles tu pourras essayer de répondre le plus synthétiquement possible. on va essayer. On On va va essayer. essayer. Allez, c'est parti. Alors, ma première question que je pose à tous mes invités, donc, c'est qui es-tu dans cette incarnation? Donc, moi, je suis quelqu'un qui cherche à comprendre, quelqu'un qui s'est incarné pour pouvoir comprendre des choses là où je suis, qui je suis et ce que je fais aussi ici, c'est-à-dire de comprendre aussi ma place dans la société, ce qui est très important aussi, et d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Super. Sur une échelle de 1 à 10, une échelle spirituelle, attention, avec Nietzsche ou Michel Onfray à 0, tout en bas de l'échelle, et Jésus à 100, est-ce que tu saurais te situer globalement pour expliquer un peu aux gens à quel niveau tu te situes spirituellement? 150. Ah oui, moi je suis né baptisé catholique, confirmé chez les protestants. J'ai été aussi prédicateur laïque pour l'église protestante unie de France. J'ai rencontré l'hindouisme à travers l'Advaita Vedanta, où j'ai participé à une confrérie aussi. Et j'ai rencontré l'islam soufi à travers le regard d'une femme, qui est ma maman spirituelle. Et je suis actuellement soufi. Donc voilà quoi. Ça fait un chemin un peu à la René Guénon. Ben, disons que j'ai un petit peu récapitulé toutes les traditions de ma tradition qui est de souche catholique jusque l'islam, c'est-à-dire que j'ai un petit peu fait le chemin dans le temps, mais à travers différentes traditions. Voilà, quoi. Mhm. Très bien, super. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? J'en suis persuadé. Est-ce que tu penses que nous sommes seuls sur Terre et dans l'univers? Alors, je pense que pas du tout. Et voilà, c'est avéré, on n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Elle gagne toujours à la fin. Enfin, à la fin, il n'y a que la lumière, en fait. Voilà, quoi. Il n'y a que elle. Donc, on ne peut même pas dire gagner ou perdre. Il n'y a que la lumière, pour moi. Enfin, du moins. Est-ce que tu te sens bien dans cette époque? Euh, Plus ou moins. Alors, il y a quand même des décalages évidents, mais on pourrait dire qu'on vit une époque formidable. Et ce qu'on vit là actuellement, c'est fou. Mais voilà, je prends vraiment du plaisir à vivre là, maintenant, ici et maintenant. Très bien. Est-ce que tu penses que le futur est déjà écrit? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une synchronicité ou une expérience avec l'au-delà ou une expérience extraordinaire qui t'a marqué et dont tu es à l'aise à partager, quoi? Alors, lorsque j'avais peut-être 8 ou 9 ans, mon grand-oncle est décédé. Et donc, j'étais chez mon oncle à ce moment-là. Et j'ai fait une sorte de rêve, qui n'était pas vraiment un rêve, où je l'ai vu sur un aspect assez terrifiant. Et il s'appelait Jean-Claude, mon grand-oncle. Et il apparaît, il me dit, sois gentil avec ton papa, ta maman, travaille bien à l'école, etc. Et 2 jours après, on a appris qu'on l'avait retrouvé dans son appartement mort. Et il m'était apparu sur la forme où il était. Tu vois, c'était pas forcément très, très beau à voir, mais voilà quoi. Et tu l'as vu comme s'il était à l'extérieur de toi ou tu l'as vu dans une espèce de vision de troisième œil? Je l'ai vu comme s'il était devant moi, en fait. Tu vois, je pourrais pas te le dire, mais je l'ai vu Ah comme ouais, s'il était devant moi. Voilà, quoi. Il m'est apparu, on pourrait dire ça. d'accord. Bon, merci pour ce partage. Et du coup, j'imagine que ça, enfin, à l'époque, tu as compris ce que ça pouvait être ou tu t'es dit, j'ai halluciné. Alors, au départ, ça m'a quand même heurté. J'étais un enfant aussi. Hmm. Mais ensuite, les jours d'après, j'ai appris son décès, même en étant enfant, c'est devenu cohérent pour moi, en fait. Et je me souviens, on est parti avec mon grand-père à l'hôpital parce qu'il devait aller voir le corps. Et j'étais dans la voiture.
Et je me souviens des trucs derrière et je réfléchissais. Je me dis, mais et là, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose. Voilà, quoi. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui te fait monter en vibration? Copain, la musique. La musique, c'est. Alors, moi, j'ai été musicien, je fais un peu de piano, tout ça, mais la musique de Chopin, pour moi, c'est quelque chose qui. Très bien. Tiens, j'ai envie de te rajouter exprès pour toi une question qui n'est pas dans la liste, mais est-ce que tu penses que les artistes comme Chopin, justement, ont été inspirés? Oui, j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes dans l'histoire un petit peu de t'as Victor Hugo, Mozart, Chopin, tout ça, ces personnes-là pensaient aussi qu'ils étaient, ils avaient des précurseurs de la réincarnation, donc de la, non, j'aime pas ce mot-là, transmigration des âmes. Voilà, quoi. D'accord. Ah oui, bah oui, comme on dit Tesla, enfin on dit beaucoup en ce moment dans les milieux spirituels que Tesla est toujours en train d'essayer d'aider l'humanité, voilà, à être inspiré, à avoir des idées pour continuer son œuvre. Et, Je pense qu'il y a des gens qui reviennent de façon périodique et qu'ils ont ce rôle-là, justement, d'aider l'humanité à travers la science ou les arts, la musique, comme tous ces gens-là, quoi, des écrivains tels que Victor Hugo. Alors, la légende des siècles, tout ça, ils nous parlent des choses qui sont quelquefois, qui nous inspirent, mais qui nous disent aussi beaucoup de choses là-dessus, hum, on pourrait dire ça. hum. Est-ce qu'il y a un mantra qui guide ta vie? Om Bhuvasva Tatsavitur Varanyam, Bhargodeva Siadimai, Yona Pratodayat, le Gayatri Mantra, oui, je le récite souvent. Mais Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas? le Gayatri Mantra, en fait, c'est un mantra qui est dédié au soleil, à l'énergie solaire, et qui résume à lui seul, en fait, tu peux y retrouver, il y a 24 syllabes normalement, hors l'introduction, qui résument les 24 heures du jour. On parle des heures solaires. Et à travers ce mantra-là, on peut retrouver aussi les constellations, les planètes du zodiaque. Mais c'est un appel aussi à éliminer son esprit et son cœur afin de trouver de la lumière. Alors, ce que tu parlais de lumière, parce que la lumière a gagné, ce mantra-là, il est vraiment un mantra très, très, très puissant qui nous permet aussi d'être dans cette vibration et de toucher aussi à la lumière. Alors, est-ce qu'il faut connaître la signification du mantra pour pouvoir le réciter? Non. Mais le mantra, c'est une source initiatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il te soit transmis par quelqu'un qui lui a été aussi transmis par quelqu'un d'autre. C'est une Hum, transmission. Alors, il y a beaucoup de gens qui écoutent des mantras sur YouTube, tout ça, c'est bien. Ça peut faire du bien, tout ça. Mais le mantra, c'est avant tout quelque chose qui se transmet. Et c'est un mantra qui m'a été transmis par un ami qui est yogi, qui, a, qui est vraiment très avancé dans l'art du mantra yoga et aussi du karma yoga. Et je le récite assez souvent. Voilà. Dès que j'ai l'occasion, dans le métro, ou dans le bus, ou alors le matin, ou quand j'ai un moment, lorsque je suis vraiment centré sur moi-même, je récite le Gayatri Mantra. très bien. Bah écoute, je pense que tu es la personne avec qui on a fait cette question le plus rapidement de tous les invités et je t'en remercie. C'était Mais le de but à rien. la base de cette Ah, série de alors questions. moi, je suis très spontané, donc tu vois, j'ai cette capacité-là de répondre spontanément aux questions. Donc, j'ai rien préparé pour l'interview. Tu vois, j'ai aucune note, quoi que ce soit, donc on est en freestyle, quoi. Bah, c'est ça, c'est le but, hein. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps parce que dans cette époque, on en manque beaucoup. Et puis, bah, le but, c'est quand même de partager avec les gens qui verront cette vidéo. Alors, on a un petit peu discuté hier soir de plein de choses très intéressantes, notamment de ce qu'on appelle parfois le phénomène OVNI, mais en fait, ça décrit très mal la chose parce que Oui, toi, tu as un point de vue de philosophe en plus sur la question, mais tu as aussi un point de vue de première main, parce que, ou de premier ordre, puisque tu as eu un contact, tu as eu des contacts. Donc, oui, je pensais que ce serait intéressant d'en parler aujourd'hui, à la fois bah, de ce que tu as vécu et à la fois de ce que tu en fais, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Et ça peut même inspirer pas mal de monde.
puisque c'est un peu un sujet qui est à la mode, on va dire, en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'apparitions un peu partout, et les gens ne savent pas trop quoi en faire. Et puis, on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, si tu veux bien. Exactement, oui. Oui, oui. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, voilà, quand est-ce que tu as eu tes premiers contacts et comment ça s'est passé, quoi. Alors, c'est un sujet qui est très important. Je pense que ce qui peut aussi aider les gens qui sont dans mon cas. C'est pour ça que j'ai choisi de me dévoiler à travers mon vrai nom, mon vrai prénom. Et je ne suis pas derrière un pseudo ou alors du foutage ou alors je me dévoile véritablement. C'est une prise de risque par rapport au sujet qui est quand même un petit peu, parfois, un peu mal compris ou mal évalué. Mes premières rencontres, c'était pendant la petite enfance. Alors, celle dont je me souviens en premier, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et donc, tu sais, ce sont des choses qui, lorsque tu es enfant, tu n'as pas le filtre de l'adulte. C'est-à-dire que, tu sais, tu es dans un univers un petit peu onirique. Et donc, tu penses que tout le monde vit un peu la même chose. Ensuite, tu te rends compte que non. J'ai peut-être 4 ou 5 ans où, là, j'ai rencontré des entités, on dit entités non humaines, alors comparé à des grilles ou ce genre de choses, avec toujours ces caractéristiques liées au phénomène, des lumières fantasmagoriques, une altération de l'espace et du temps, l'impression d'être dans une sorte de liquide. Et la première fois que ça m'arrivait, oui, je devais avoir 4 ou 5 ans. Dans ma chambre, ça se passe souvent comme ça, où les entités étaient autour de moi. Et je savais que je ne rêvais pas parce que j'avais les yeux grands ouverts. Et tu vois, quand j'étais petit, j'ai un peu peur du noir. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais pas peur parce qu'en fait, quand il y avait beaucoup de lumière, ça m'a rassuré. Et à partir de là, des entités encapuchonnées avec une espèce de capuchon sur leur tête. Et j'ai pu distinguer à un moment l'une d'entre elles qui m'a touché. À ce moment-là, je suis parti comme une espèce de vortex et j'ai vu en fait tout l'extérieur de la maison. J'étais près de la campagne avec des champs, des forêts, etc. Je suis passé par la fenêtre et ce qui est marrant, c'est en dessous d'une espèce d'arbre, comme si j'étais moi-même une sorte de boule d'énergie ou un truc comme ça, tu vois. J'ai perdu la notion de mon corps. Et là, je suis parti dans le paysage et tout, et je suis allé dans un endroit qui était tout lumineux. Il y avait une entité qui était, elle, beaucoup plus grande que celle que j'ai vue avant, d'aspect plus féminin. Et il y a eu un contact qui s'est établi, on va dire, par télépathie. Et là, bon, tu es enfant, tu as 4 ou 5 ans, tu es quand même heurté par l'expérience des pleins fouets, quoi. Voilà. Ouais. Mais de par l'état de confiance dans lequel j'étais, c'est pas forcément mal passé. Et cette question, mais on est où? On est où? Ben, on est chez nous. On est chez nous. Et les entités parlent beaucoup comme ça, soit avec soit des images, des symboles ou des codes qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Voilà. Et à partir de là, les contacts ont été assez récurrents. Je veux dire, cette semaine-là, j'ai eu 2 ou 3 contacts. Ah, d'accord. Voilà, mais qui sont vraiment physiques. C'est-à-dire que je me souviens encore maintenant de l'odeur qu'avait la peau de l'entité qui m'a touché. Une odeur à la fois entre l'ammoniac et le soufre. Tu vois, c'était très, très, très particulier aussi. Tu ressens le froid, tu ressens la lumière, bien sûr. C'est-à-dire que ce ne sont pas des expériences oniriques. Et même quand tu es enfant, tu sais que ce que tu vis, c'est vraiment réel. Tu vois. Mais encore, je dis, mais lorsque tu as cet âge-là, tu n'as pas le filtre de l'adulte. Est-ce que c'est négatif, positif? Tu ne sais pas. Et puis, en plus, un gamin, tu vois des trucs comme ça, des êtres comme ça, ça résonne forcément avec ton univers, tu vois, d'enfant, quoi, tu vois. Mm. Mais Et tu penses que tu as été donc téléporté, c'est pas ton âme ou ton corps de lumière, comme on dirait, qui a été projeté? alors moi, je pense que j'ai jamais quitté la chambre Ouais. dans cette expérience-là, tu vois. Ton C'est corps, que ton corps est resté. voilà, c'est ma conscience qui est sortie de mon corps pour se retrouver dans un endroit qui était insolite. Voilà, D'accord. quoi. Ouais. Et ça a duré combien de temps alors, sur combien d'années? Sur combien d'années? Ça a duré, au départ, dans l'enfance, c'était très récurrent. Je veux dire, jusque, en fait, 8 ou 9 ans. Tu vois,
Et ensuite, quand tu as le filtre, tu te rends compte que les gens ne vivent pas la même chose que toi. Parce qu'au début, tu penses que tout le monde vit ce même genre d'expérience, tu vois. Mhm. Mais Ouais. quand tu le dis avec tes copains d'enfance, bah, tu leur dis ça, ils te disent ouah, mais non, moi non. Non, non, Mhm. non, non. Et ensuite, ça s'est un petit peu atténué. Et lorsque je suis rentré à l'université, ça a repris, mais de plus belle. C'est-à-dire que, comme pour les vagues OVNI, tu vois, il y a des vagues pour nous d'adduction. C'est-à-dire que pendant un moment, c'est très calme, et d'autres moments où le phénomène ne fait que il te harcèle quelque part, tu vois. Alors, pour une raison ou une autre, mais il y a des moments où c'est même les gens qui sont avec toi dans la vie de tous les jours sont aussi témoins du phénomène, et c'est là qui révèle en fait la dimension réelle et physique de ce qui se passe. C'est que, imagine que tu es avec ta compagne, tes enfants, et il y a des apparitions de pans, il y a des communications, ce genre de choses, ce qui rappelle que le truc, il est vraiment là, il est physique. Alors, Mhm. quand je te parlais tout à l'heure que je pense que mon corps, enfin, je n'ai pas quitté le lit, ce qui est fou, parce qu'en fait, il y a des expériences où tu te retrouves dans le jardin avec le pyjama à l'envers, tu ne sais pas trop où tu es, tu as froid, tu frappes à la fenêtre, tu vois, et tu demandes à tes parents ou tes grands-parents de pouvoir rentrer. Et, mais ça, c'est ce qui est aussi. Alors moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui idéalisent un petit peu ce genre de contact. Mais il faut savoir Mhm. que c'est très traumatisant Bah oui, et que ça a des conséquences assez dévastatrices parfois sur la vie privée aussi. Mhm. Voilà. Mhm. Le temps manquant, alors pendant 3 ou 4 heures, tu ne sais pas où tu étais. C'est quand même déstabilisant, non? Bien sûr. N'importe qui serait vraiment déstabilisé face à ce Et, genre de situation. et du coup, tu disais que ton entourage s'apercevait de certaines choses alors. Bien sûr, bien sûr. Alors une fois, on a eu une sorte de contact avec mon ex-femme, hein. Je me souviens, ma fille avait 3 ou 4 ans. Alors j'étais en train de me raser dans la salle de bain, je sors, et je vois une petite créature dans la chambre de ma fille. Donc, bon, quand tu es papa, tu fais quoi? Tu ouvres la lumière, tu regardes, etc. Rien. Et je vais me coucher, et je me souviens qu'à ce moment-là, j'éteignais toujours la batterie de mon téléphone. Tu sais, le téléphone, je le mettais en off pour dormir. Mhm. Et là, on va au lit, et le téléphone s'ouvre. Enfin, il s'allume de lui-même. Donc on regarde, et mon ex-femme est là, une voix un peu métallique, Johan, il faut qu'on te parle, faire des trucs. Et je me souviens que mon ex-femme était tellement traumatisée qu'elle s'est levée, elle s'est recroquevillée dans le fauteuil comme ça, et elle a dit on prend la petite et on s'en va. Parce que Mhm. c'est D'accord. une sorte de choc traumatique, tu vois. Ouais, 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 ouais. Une des situations qui m'est arrivée, mais il y en avait plein d'autres aussi. On était chez nous, et en Normandie, et tu regardes la télé, et à la fenêtre, tu vois une orbe verte qui est en train comme si elle te regardait, quoi. Mhm. Tu vois, il y a eu des périodes comme ça où c'était vraiment constant, où il y avait des phénomènes aussi électriques dans la maison. Tous les détecteurs de fumée s'allumaient au même moment, où les jouets des enfants s'allumaient, où il y avait des pannes de courant, mais dans tout le quartier, quelquefois. Ce genre de choses. Est-ce que tu as remarqué qu'entre la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence et la phase plus adulte, il y avait un moment où il y a eu plus que d'autres? Oui, oui, et donc, parce que le phénomène, en fait, s'adapte aussi à toi. C'est-à-dire que je pense qu'il essaye de communiquer d'une certaine façon. Des fois, on n'a pas les clés, hein. Même encore maintenant, je ne pourrais pas te dire exactement comment dire le contenu des messages et pourquoi. Mais je pense que le phénomène s'adapte à nous, et donc il se manifeste à travers des moments très précis de notre histoire. Mhm. Voilà quoi. Et on pourrait dire qu'il est même générationnel, parce que en fait, mon père a été aussi témoin de temps, comme mon oncle. Mes enfants ont été aussi confrontés au phénomène. C'est quelque chose qui est générationnel, en fait. Tu vois? C'est ce qu'ils expliquaient dans le reportage dont je te parlais hier. Tu disais que c'était quoi les ailleurs, non? Oui, alors, les ailleurs, c'est une série de reportages qui est proposée aussi ici en France, ce qui est vraiment très bien pour aider un petit peu les gens qui, eux, sont
on pourrait dire aussi victime du phénomène, parce que c'est pas toujours très sympa, quoi. Bien sûr. Et on a la chance ici en France d'avoir le CERO, alors CERO France, on tape sur Google, on va trouver, qui réunit une équipe de spécialistes, des psychologues certifiés, qui entourent et qui aident les personnes qui sont contactées ou victimes d'abduction. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est Inexploré TV qui a produit, je crois, cette Oui, série c'est qui est ça. plutôt bien faite. Alors, toi, tu pourras nous dire ce que tu en penses en tant qu'abducté et Oui. expérienceur. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que pour une introduction, c'est intéressant parce qu'on voit quand même beaucoup de gens euh, qui sont quand même, dans l'ensemble, assez choqués par ce qu'ils ont vécu. Et surtout, je me souviens d'un gars très passionné par l'astrophysique et tout ça, très sympa, très drôle. Mais en fait, lui, il disait, à la rigueur, le plus dur pour lui, c'est que quand ça s'arrête, il ne sait pas si ça va repartir, il ne sait pas quand. Et en fait, il aimerait mieux engager de conversation quasiment, tu vois, pour que ce soit constructif. Mais là, en fait, il est à chaque fois hyper frustré parce que il va se retrouver à un moment donné en bas de son escalier, allongé par terre, et puis il sait qu'il s'est passé quelque chose, mais tu vois, il est frustré, quoi. Et en fait, Alors, c'est ça le plus dur, quoi. voilà, donc on est tous peut-être dans ce cas de figure-là, parce que bon, il y a une communication, il y a un langage, mais qui est quelque part un métalangage. Et c'est pour ça que Mhm. moi, en tant que philosophe, et puis qui aborde le phénomène sous un aspect, on va dire, scientifique, mais qui est pluridisciplinaire, que ce soit au niveau de la physique, au niveau de la biologie, au niveau de l'anthropologie, au niveau de la sémiologie, qui est très importante aussi, on peut remarquer qu'il y a un langage qui s'installe, mais dont on n'a pas forcément les clés. Et Mhm. c'est extrêmement frustrant, c'est-à-dire d'être témoin ou d'être dans ce processus-là, sans pouvoir, justement, comme disait cette personne, engager un dialogue avec des mots. Alors, quand je vois des personnes qui disent oui, on est en contact avec telle entité qui m'a dit ça, 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 pour moi, c'est trop, trop logique. Parce qu'il n'y a pas cette logique-là dans les contacts réels avec les entités non humaines. C'est par le biais de certains symboles, de synchronicité, d'images aussi Mhm. mentales. Il n'y a pas vraiment de cohérence comme dans un discours, comme une conversation, si tu veux. Tu vois, tu peux pas arriver les voir et salut, ça va, et comprendre. Alors que non, ça se passe pas Mhm. comme ça du tout, quoi. Voilà. Alors justement, je pense que ça peut être intéressant maintenant de parler un petit peu du côté de la transmission, parce que visiblement, ces êtres-là, on leur apporte quelque chose. En tout cas, on dirait qu'ils ont besoin de quelque chose chez nous. Oui, C'est pour ça qu'ils viennent. Et inversement, toi, avec toute cette expérience que tu as accumulée, là, tu as quand même réussi à tirer certains savoirs, certains enseignements. Alors, oui. est-ce qu'on peut parler de cette transmission-là qui est pas forcément égale, hein, mais qui va dans les deux Oui. sens quand même? Alors oui, effectivement, il y a comme une sorte de transmission. On pourrait un peu parler de téléchargement, c'est-à-dire que ces entités essayent de nous faire comprendre des choses à travers une communication qui est très symbolique, qui souvent est très didactique aussi, et qui est de l'ordre de la pédagogie, on pourrait dire aussi. Et Mm. alors, on dit que souvent, ces entités sont un peu joueuses, tu vois, mais ils ont compris que pour nous, en fait, en tant que mammifères, la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi le jeu. Donc, c'est un petit peu un jeu de cache-cache où tu dois aussi comprendre des choses par toi-même. Donc, Mm. c'est interactif quelque part. Mais il y a aussi, oui, il y a une transmission de connaissances qui s'effectue effectivement, alors à travers différents biais, à travers les archétypes, c'est-à-dire les idées premières, les symboles aussi, mais aussi à travers des choses qui sont toutes simples. Ils sont très bien capables de te faire comprendre plein de choses à travers un seul symbole. Tu vois. Alors moi, je parle de l'hexagone parce que bon, ça a été une forme géométrique à travers laquelle ils m'ont donné des concepts très spécifiques en parlant par exemple de l'énergie, de la géométrie en tant que forme fondamentale dans l'univers, aussi de parler aussi de la façon dont eux évoluent, parce que lorsque tu regardes le nid d'abeille, c'est l'hexagone, hein, le honeycomb en anglais. Et ça veut dire peut-être que en fait eux fonctionnent un petit peu comme les abeilles, tu vois, avec un esprit collectif. C'est-à-dire que chacun a un rôle dans la ruche, on pourrait dire ça. L'esprit de ruche, c'est de penser être chacun dans une même conscience globale. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Et ça m'a amené très loin aussi dans ma réflexion en tant que philosophe,
et qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. Alors, là, je n'explique qu'au début, en fait, de mes investigations, et c'est pour ça que j'ai créé ce réseau UAP Investigation pour pouvoir réunir vraiment des chercheurs de premier niveau, que ce soit en histoire, en physique, en philosophie, des chercheurs aussi de terrain, des gens qui sont sur le terrain, ça c'est très important aussi. Et donc, toutes ces données-là m'ont conduit vers des hypothèses que je dois maintenant vérifier. Parce que, voilà, moi, je pense qu'en fait, on peut vraiment aborder cette thématique-là et ces problématiques-là d'après un travail pluridisciplinaire. Et, et en philosophie, tu vois, il y a comme Descartes qui avait le doute méthodique. Et donc, moi, à un moment, je me suis posé, même pour remettre en cause mes expériences, et pour vraiment les confronter avec des données qui sont issues de la science. Des sciences à la fois dures ou des sciences telles que les sciences humaines. Mhm. Mais donc, on a l'impression dans ce que tu dis que ce qui t'intéresse le plus, c'est le côté un peu philosophique, le côté symbolique, la transmission de savoir. Est-ce que, parce que il y a gens qui ne connaissent pas très bien le phénomène et qui s'intéressent plutôt à la partie technologique. Alors, est-ce que c'est aussi une partie qui t'intéresse ou est-ce que tu... Pas vraiment? Alors si, parce qu'il faut considérer le phénomène sur tous ses aspects, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de côté un aspect et un autre. Alors, on a tous quelque part un domaine de compétences. Mhm. Alors moi, je fais un petit peu de physique parce que autodidacte, parce que justement, j'ai reçu ces concepts de ces entités-là, donc qui m'ont permis de comprendre aussi des choses assez facilement. Mais mon domaine de spécialité, c'est plus les sciences humaines. Mhm. Mais on ne peut pas rejeter un aspect du phénomène ou un autre. L'aspect technologique est bien sûr évident, et on peut le voir maintenant, tu vois, même au niveau des États-Unis. Mais, comme disait un professeur français assez célèbre, Aimé Michel, il disait que dans l'ufologie, tout ce qui est tollé boulon technologique, c'est le niveau zéro ou le stade, le rez-de-chaussée du phénomène, tu vois. Si tu Mhm. considères le phénomène que par rapport à un point de vue technologique, tu as tout faux. Mhm. Il y a plein d'applications. Et si tu considères le phénomène que sur l'aspect de la science, tu as tout faux aussi. Parce qu'il y a indéniablement une partie parapsychologique ou paranormale dans le phénomène. Et c'est aussi très important de s'orienter vers des chercheurs qui, eux, s'intéressent à ces phénomènes d'un point de vue parapsychologique et paranormal. Ou spirituel. Alors, pour continuer sur le côté un peu de la transmission, je trouve ça super intéressant, le côté hexagone, le symbole que ça représente, et puis ça nous fait penser peut-être que leur civilisation est beaucoup plus cohérente finalement que la nôtre, qui est très individualiste, et peut-être qu'on peut même se poser la question de savoir est-ce que c'est pas notre évolution qui ira dans ce sens-là, de plus de cohésion et d'unicité. Euh, donc, il y a ce côté-là. Est-ce que tu as remarqué d'autres choses? Par exemple, je sais que on avait un petit peu discuté du côté un peu plasmique qui peut changer de forme et tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a été transmis aussi? Oui, au niveau de. On pourrait attribuer au phénomène une sorte d'interdimensionnalité, c'est-à-dire qu'il serait capable quelque part de s'extraire ou alors de manipuler les états de la matière et d'une façon vraiment incroyable. Et non seulement de manipuler les états de la matière, mais aussi de manipuler le tissu de l'espace-temps. Hmm. Et, et beaucoup de chercheurs actuellement s'orientent sur ces pistes-là, qui sont assez cohérentes aussi, parce qu'à savoir que le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Et qu'on a remarqué des comportements dans la thermosphère, par exemple, j'ai partagé une étude là-dessus, qui s'apparentaient à des formes de vie, de pré-vie. C'est-à-dire qu'il y avait des comportements cohérents, intelligents, où les plasmas se suivent, ou suivent des objets, ou fusionnent, se séparent. Et on pourrait penser aussi que la vie dans l'univers ne s'est pas diffusée forcément sous l'aspect de l'ADN ou alors de la forme du carbone. Que Mhm. à travers des phénomènes même, comment on pourrait dire ça, atmosphériques ou spatiaux, il peut y avoir aussi des formes d'intelligence que on n'avait pas jusque-là suspectées, Mhm. telles que les formes de vie plasmique. Voilà. Il y a pas très longtemps, il y a Geneviève Delpech, je crois que c'est ça, qui a raconté qu'elle avait vu un orbe dans la rue à Paris.
Et elle disait que Oui, c'était vraiment une sorte de boule d'énergie, mais en même temps qui émanait de l'amour. Et, bon, c'était extrêmement troublant, évidemment. Et elle a pas conclu elle s'est pas, enfin, elle s'est pas prononcée de dire ce que c'était exactement. Mais est-ce que tu penses que ça peut être un phénomène, est-ce que ça peut rentrer dans la catégorie des phénomènes extraterrestres? alors oui, bien sûr. Et lorsqu'on remarque en fait certaines impressions de pan, on pourrait dire que tout ce qui est ce genre de d'orbe, de lumière, hein, parce que bon, avant tout, les ovnis, c'est un phénomène lumineux au départ. Il y a plusieurs caractéristiques, il y en a 8, hein. Mais au tout départ, c'est des phénomènes lumineux qui sont incroyables. Et donc, on pourrait dire que sur la plupart des cas de pan observés, ils se présentent sous la forme de lumière, tels que des orbes, tels que des plasmas, ce genre de choses. Donc, bien sûr que oui, ça pourrait être extraterrestre, mais est-ce que ça vient de l'espace profond ou ça vient de la thermosphère ou vraiment d'un espace proche? Là, c'est là où est la question. Je ne Mhm. pense pas que forcément le phénomène extraterrestre ou exogène vienne d'une civilisation qui soit très éloignée dans l'espace. Je pense qu'il faudrait avant tout que les scientifiques observent ce qui se passe ici, à travers des phénomènes qui sont liés à l'énergie, l'atmosphère, au plasma. euh, et oui, c'est bien. Alors, pour répondre à ta question, oui, oui, oui. Mais après, bon, lorsqu'elle parle que ça émanait de l'amour sur les choses, il faut faire quelque part attention à ne pas transférer aussi nos contenus sur le phénomène. Parce que lui, le phénomène est mimétique aussi. C'est-à-dire que il nous renvoie aussi quelque part ce que nous sommes. Voilà. Mhm. Mais il y a une personne qui disait que le miroir reflète, mais il n'enseigne pas. Donc il faut aller au-delà quelque part de nos transferts sur ce phénomène. Voilà, quoi. Mhm. Et comment tu expliques qu'on ait beaucoup d'observations ces derniers temps? Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec une forme d'éveil de conscience aussi de la planète, des humains? Alors, oui et non, dans le sens où moi je pense que lorsque j'en parle avec des amis qui, comme moi, ont eu des contacts avec ces entités, des abductés ou quoi que ce soit, on sait qu'il se passe quelque chose en ce moment qui est déterminant, enfin, dans le phénomène. On se dirige vraiment vers, peut-être pas des réponses à toutes les réponses, mais une prise de conscience que c'est ici et que ça interagit avec nous. Mais on peut aussi savoir que le phénomène se manifeste assez souvent à chaque changement de paradigme dans une civilisation. Mhm. Et donc là, actuellement, on est dans une situation un peu géopolitique, un peu compliquée, hein, et avec même des risques de troisième guerre mondiale et d'utilisation d'armes nucléaires aussi, ce qui est aussi un thème récurrent dans les apparitions d'OVNI. Mais à chaque changement de paradigme de la société, il y a des grosses vagues d'apparition de pans, d'OVNI et des contacts. Et donc actuellement, on vit cette période de transition qui est pas forcément très chouette, hein, d'une certaine façon, qui pose aussi beaucoup de défis en termes sur l'environnement, sur la société, sur nous, comment est-ce qu'on se définit, avec vraiment des nouvelles idées aussi qui sont assez intéressantes. On rentre dans l'univers du quantique, dans l'univers aussi de ce genre de choses qui vont, ou alors de l'intelligence artificielle, qui vont changer radicalement le paradigme de cette société-là, mais ça arrive maintenant, on est en train, c'est là. Et donc, on peut voir que ces entités non humaines hein, sont là aussi à chaque fois qu'on passe d'une époque ou d'un paradigme à un autre. Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur l'aspect un peu de spiritualité, parce que tu nous as dit au départ que bah, voilà, tu étais, tombé un peu dans le soufisme, et j'imagine par amour, et que c'est quelque chose qui te porte beaucoup aujourd'hui. Comment tu distingues ou comment tu mêles justement l'aspect de la foi, de la croyance en un Dieu, au Créateur, et à la fois ces entités-là qui sont peut-être simplement des sortes de cousins ou de frères beaucoup plus évolués que nous, ou peut-être même que c'est nous dans le futur, on ne sait pas. Comment tu t'expliques toi avec ta conception ces deux choses-là? Alors moi, comme je suis avant tout aussi un chercheur et entre guillemets un scientifique, mais dans les sciences humaines, j'ai fait beaucoup de recherches dans le sens-là et je me suis aperçu que c'était pas du tout incompatible, qu'à travers l'histoire des religions et des civilisations,
le phénomène avait toujours été là, qui a été souvent associé aussi à des manifestations divines. Alors, on a dans la Bible les chariots d'Ézéchiel, on a dans le Coran une sourate qui nous parle des djinns aussi. On a dans le christianisme cette petite lumière, cette étoile de Noël qui guide les rois mages jusque le lieu où est né Jésus. On peut voir que à travers tous ces récits, il y a quelque chose qui nous parle aussi de ce phénomène à travers l'histoire. Et qu'il y a aussi peut-être une corrélation entre le spirituel et ces entités. Et voilà. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le biais des sectes ufologiques, enfin, comme on voit de temps en temps avec les Raël ou ce genre de choses, la scientologie. Mais on peut voir qu'il y a une connexion entre le phénomène et la spiritualité. Et que ce n'est pas du tout incompatible avec la foi. D'ailleurs, le Vatican, eux, sont en train justement de voir comment on pourrait aussi, au cas où, et c'est imminent, on annonce aussi une forme de vie intelligente qui est autre que celle des humains. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir argumenter par rapport à ça? C'est-à-dire que je pense que ces entités-là aussi ont un créateur. Alors, voilà, alors moi je prends ça dans un discours religieux, mais alors, et souvent on dit oui, mais il y a aussi le fait, cette hypothèse que les extraterrestres nous ont créés. Alors, d'accord, mais qui a créé les extraterrestres? Tu vois, on revient toujours à la même question, du point d'origine. Voilà, quoi. Et toi, Ensuite, ton avis là-dessus, c'est quoi? mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, on est pas dans le flou, mais en fait, le mystère de la foi, c'est justement un mystère. Et je pense que le mystère, quel que soit le paradigme actuellement, il reste entier. Voilà, quoi. Et les avancées, même en physique théorique, jusqu'à maintenant, nous portent justement encore plus vers ce mystère. Parce que plus la science évolue, et plus ça se tourne vers la spiritualité. Lorsqu'on parle par exemple d'intrication quantique, de ce genre de choses, de l'effondrement de la fonction d'onde, et donc là, on tombe là justement dans une réalité qui est totalement autre. Mais bon, alors moi je pense que on va y arriver vers une spiritualité qui sera consciente, celle de la conscience, et qu'on va aller beaucoup plus loin que les archétypes qui ont été délivrés à travers la religion. La religion, c'est bien, mais c'est une éducation, c'est une étape. Mais je pense que là, on est sur le point d'arriver beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que les religions ont servi beaucoup aux humains, à donner du sens aux humains. Et c'est vrai qu'on Oui, arrive peut-être à un paradigme où on est en train de se poser la question plus en termes d'univers ou de cosmos, avec effectivement plus de civilisations qu'on imaginait. Et donc, avec la question de est-ce qu'il y a eu plusieurs religions dans d'autres planètes, oui, voilà. etc., Et bon, etc. ces questions, en fait, elles sont même maintenant déjà encore périmées. Alors nous, dans le soufisme, on dit qu'il faut chercher le fana. Le fana, c'est l'extinction en Dieu, c'est-à-dire l'extinction de la conscience individuelle dans l'amour ou la conscience divine universelle. Et là, quand on envisage la religion sous ce point de vue-là, qui est un peu mystique, on touche là à l'essence de ce qu'on pourrait considérer comme l'expérience de la conscience actuellement. Alors, à savoir que même si les traditions sont très anciennes, elles sont toujours réactualisées et elles nous parlent aussi du présent. Et à travers ce concept-là du fana, se dissoudre dans l'essence divine ou dans la conscience universelle, c'est des choses qui nous parlent actuellement. Bah, oui, oui, on parle beaucoup, enfin de plus en plus en tout cas, du fait que la conscience serait à l'origine un peu de tout, que la matière, les physiciens quantiques aujourd'hui nous expliquent que la matière serait peut-être même constituée également de conscience du Oui, niveau le plus petit au niveau le plus grand, et que si on imaginait la plus grosse agglomération de matière imaginable, c'est-à-dire l'univers, et qu'on lui enlevait la dimension de la matière, eh ben, on aurait une conscience totale qui pourrait être une définition de Dieu. alors il y a aussi des travaux qui sont très intéressants, avec qui je discutais aussi dans mon interview avec Maxime Teodorani, qui est docteur en physique stellaire et qui s'intéresse aussi aux UAP, au plasma, mais aussi à la conscience.
il y a Roger Penrose et Stuart Amroff qui ont euh, comment dire, mis à jour une théorie de la conscience quantique. Et ils Mhm. disaient qu'en fait, la conscience naissait dès comment dire, dans le domaine des particules. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas perdre aussi ceux qui nous écoutent, mais qu'elle se situe à tous les niveaux. Et que on pourrait aussi parler de l'univers conscient ou de la théorie de l'univers de la formation, où Mhm. tout ferait partie quelque part d'une conscience qui est universelle. Et ce qui est un peu, ce qui est marrant, c'est que quand tu prends une image des neurones du cerveau, lorsque tu prends aussi une image de l'univers à un certain niveau, et même du mycélium de certains champignons, c'est pareil, c'est un réseau d'informations. Donc, lorsque, voilà, peut-être peut-être que l'univers est le cerveau de Dieu. Bon, enfin, c'est une hypothèse. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sa structure neuronale. Mais bon, après, c'est juste pour prendre une image. Mais je veux Bien dire que sûr. oui, Non, la mais on peut conscience, imaginer que la matière noire dont on parle beaucoup en ouais, physique soit justement de la conscience, en fait, que comme l'information est invisible à nos yeux, en tout cas, euh, bon, on peut spéculer sur beaucoup de choses, effectivement. alors moi, je fais quelques travaux là, en physique où j'essaie de conceptualiser avec des formules et avec les mathématiques et aussi certains concepts par rapport aux lois universelles. Moi, je pense aussi, enfin, j'ai mis l'hypothèse que en fait, la conscience est universelle et qu'elle permet d'optimiser en fait les phénomènes entre eux. C'est-à-dire que la conscience permet aussi comment dire, de garder une cohérence au niveau des phénomènes, au niveau de l'univers, au niveau des lois et des forces de Mhm. l'univers. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai entendu ça aussi. Je ne sais plus si c'est pas chez Christopher Langdon. Ah non, Oui, c'est enfin les physiciens quantiques aussi disent ça parce qu'en gros la nature a besoin de cohérence c'est ça. et parfois c'est la conscience qui permet cette cohérence. Quand il y a un choix à faire, par exemple entre quelque chose de cohérent et quelque chose d'aberrant, il y a quand Voilà. même une décision à un moment donné qui se fait Exactement. Et et on l'attribue à la conscience. c'est le rôle de l'observateur. Alors l'observateur, il est conscient. Et c'est lui aussi il y a un effet sur le phénomène en tant qu'observateur. Donc la conscience, elle est quelque part inhérente dans les processus de l'univers. Et Mm. on va bientôt se diriger vers justement vers une physique qui sera consciente. C'est-à-dire que l'expérience sera au cœur de la science. Et Mm. c'est ce vers quoi on se dirige actuellement. Clairement. Mais ouais, ça va être passionnant parce que ça va ouvrir beaucoup de débats. Et il y en a déjà qui sont en train de se faire, notamment outre-Atlantique, sur ces intelligences artificielles. Et est-ce qu'on pourra un jour mettre une conscience humaine dans un robot ou des choses comme ça? Et je pense que ces questions-là vont être très, très vite dépassées quand on aura vraiment Bien sûr. compris ce que qu'était la conscience, quoi. Alors, récemment, il y a une étude qui est sortie qui parlait du nouveau processeur quantique de Google. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, il suspecte que en fait, c'est tellement rapide au niveau du traitement de l'information qu'en fait, on pourrait dire que le processeur pourrait aussi voyager à travers différents espaces-temps, à travers différentes dimensions. Alors, certains disent ça et d'autres le réfutent, mais il y a aussi cette notion-là qui nous interpelle aussi, à savoir que toute cette bonne et nouvelle science qui est en train d'émerger va nous propulser vers des choses qui, pour nous, semblaient être de la science-fiction il y a peut-être même 5 ou 10 ans. Et on Mm. peut voir qu'aussi qu'il y a des instances de téléportation quantique qui ont abouti. Et là, on parle plus de théorie, là, on parle d'application. Mm. Et donc, mais c'est pour ça que je te disais qu'on vit une période qui est de transition. Et ce qui est normal, c'est que ces phénomènes qui sont là, nous accompagnent, qui nous communiquent, qui prennent contact avec nous quelquefois aussi, sont là à chaque fois qu'il y a ces périodes-là de l'histoire humaine. Et c'est ce qui est intéressant aussi en termes de données, et en termes de réflexion d'un point de vue philosophique, mais aussi anthropologique. Et on pourrait aussi travailler beaucoup là-dessus. Mm. Et qu'est-ce que tu crois que ça va changer dans le futur, alors, cette prise de conscience et peut-être même ces contacts? Est-ce que tu penses que ça va changer au niveau de la civilisation, notre façon de vivre entre nous? Est-ce qu'on va devenir comme les abeilles, enfin, ou les fourmis? Chacun va trouver sa mission Ah et oui, sa voie.
Alors oui, alors ce qu'on pourrait, non, mais donc je pense qu'il faut quelque part, ça va changer beaucoup de choses, bien sûr, parce que là, on aura aussi une sorte, pas d'alter ego, mais quelque chose un point de comparaison, on pourra dire, hein. Parce que jusqu'à présent, on est la seule intelligence, enfin, développée, enfin, l'homme a beaucoup de prétentions, on pense être le Mhm. plus intelligent. Toute la science qu'on connaît maintenant est issue de nous, aussi, ce qui est bien, hein, parce que l'être humain est une belle créature qui est très inventive et très intelligente. Mais ça va tout changer, dans le sens où on aura un point de comparaison. Et ouais, on pourra aussi se retrouver à travers l'altérité totale que représentent ces entités. Parce que elles sont quelque part l'altérité qui est la plus totale. C'est Yann Alexander, qui est de AP Afrique, que je vous recommande, qui parlait de ça. Il disait l'OVNI ou l'alien, entre guillemets, c'est de l'altérité totale. Et alors, cette altérité totale, elle nous perturbe, elle nous interroge, mais c'est ce qui va nous permettre de nous faire évoluer. Je pense qu'il y a vraiment là que ce genre de rencontre, ce genre de tournant dans notre histoire va être forcément pour nous un tournant évolutif. Voilà. Alors, ça ne va pas être facile, parce que ça va nous demander de nous mettre en question, de faire preuve quelque part d'humilité, hein. Et, Notre système et politique va être mis à mal aussi. bien sûr. Alors, beaucoup de temps on parle de divulgation. Alors là, on entend justement une vidéo d'un crash qui va arriver sur News Nation samedi. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, dans ce début d'année. Il y a aussi des observations New Jersey, tout ça, quoi. Mais ça, tu es au courant. Mais bon, oui, au niveau de la politique, mais les gens parlent de divulgation, mais est-ce que tu vois un président prendre la parole demain et dire, bon, écoutez, de un, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'ici, il y a des entités non humaines qui sont avec nous, qui nous visitent. De deux, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et de trois, ils sont beaucoup plus évolués que nous et beaucoup plus puissantes d'un point de vue technologique. On Mhm. ne peut rien faire contre elles, on peut pas ni on n'a aucune contre-mesure pour au cas où ça se passerait mal. Alors, Je pense que aucun homme politique ne voudrait lâcher un tel morceau de peur de se retrouver alors voir quelque chose. moi, j'aimerais pas être à sa place. Personnellement, j'hésiterais deux ou trois fois avant de. Alors vraiment, si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais sinon, bah non. Tu vois. Donc, il faut que les gens comprennent aussi cette dimension-là qui est importante et que toutes ces choses-là se font avec des étapes. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Et qu'il y a aussi une certaine pédagogie à avoir avec les personnes. Donc, moi, je veux bien parler de mes expériences aussi. Mais il y a des choses que j'aborderai pas, par exemple. Pas parce que j'ai envie de garder des informations ou de mentir, mais parce que ce ne serait pas, ce serait pas productif ou pour l'époque actuelle. Il Mhm. faut attendre un petit peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de pédagogie et aussi voilà, comment dire ça, de méthodologie, voilà quoi. Mhm. Ouais, Ouais, de méthode parce que ça sert à rien de brusquer des consciences qui sont pas prêtes, quoi, c'est ça. C'est un petit exactement. peu c'est un peu ce que tu disais sur la transmission des êtres, des entités, parce qu'elles s'adaptent aussi à notre niveau de conscience. Elles pourraient nous montrer bien plus, mais ce serait peut-être pas productif. Ouais, bah, je pense qu'il y a aussi ça, oui. Et puis, mais que le phénomène s'adapte à nous, mais que quelque part, il essaie de nous transmettre des informations qui puissent nous permettre, quand on parlait d'évolution, de nous faire évoluer. C'est ça, quoi. Mhm. Alors, voilà. Ensuite, bon, on pourrait dire que quelquefois, c'est pas forcément facile, hein. Moi, des fois, je dis aux gens, c'est un petit peu, essaye de faire passer un serveur, c'est une salle de serveur informatique, dans une clé USB qui est toi. Quelque part, ça chauffe à un moment, tu vois, c'est Mhm. pas très confortable, on va dire, quoi. Ouais, ouais, Donc, j'imagine. ouais, J'imagine bien, ouais. Ouais, ouais. Et sinon, je voulais te demander aussi, on entend évidemment pour les gens qui s'intéressent à ces phénomènes-là. mhm, Alors, on parlera ensuite de ta chaîne YouTube et de ton blog sur Substack. Mais avant ça, je voulais dire, parce que les gens qui vont aller regarder sur YouTube ou quoi, ils vont trouver plein de choses. Et on parle d'énormément d'espèces différentes, dont notamment des sympas, des pas sympas. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut entendre dans tout ça,
est-ce que la plupart des choses sont vraies de ce qu'on entend, ou est-ce que tu penses qu'il faut s'en tenir à quel sens vouer, quoi, à qui faire confiance, en fait, finalement, dans ces questions-là? D'accord. Alors moi, ce que je pourrais dire à tous ces gens, c'est que déjà, le phénomène nous fait voir ce qu'il veut nous laisser voir et il nous dit ce qu'il veut bien nous dire. Donc forcément, à partir de là, on peut tout imaginer. Alors, est-ce que le phénomène est sympa ou pas sympa? Alors moi, je dis souvent, j'ai écrit un article où je disais que il est ni notre ami, ni notre ennemi. Il est totalement, c'est l'altérité la plus totale. Donc il est autre, on pourrait dire. Et donc, on ne peut pas se baser sur ces transferts anthropocentriques sur le phénomène. D'accord? Alors, à savoir que si le phénomène était vraiment hostile, on serait déjà plus là, je pense. OK? Et s'il était vraiment très amical, il nous aurait donné la clé pour la pollution, pour vivre mieux depuis très longtemps. Tu vois? Donc, voilà, c'est une question aussi de logique aussi. Alors, ensuite, plusieurs espèces, il y a plusieurs sortes d'entités, ça, j'en suis persuadé. Mais après, est-ce elles nous ressemblent? Est-ce qu'elles ont un visage, même avec des grands yeux, ou elles ressemblent à des fourmis? Alors, il ne faut pas remettre en question le témoignage des gens, parce que souvent, les gens sont très sincères dans ce qu'ils voient. Mais je pense qu'en fait, ces intelligences-là créent une sorte d'interface biologique pour pouvoir communiquer avec nous. Alors, bon, est-ce que tu préfères avoir une communication avec un truc qui te ressemble un peu, ou plutôt qu'un blob qui n'a pas de forme avec. Tu vois, c'est peut-être un petit peu moins. Terrorisant. Ouais, voilà, c'est un petit peu moins choquant que. Tu vois. Donc, Bien sûr. il y a ce choix de l'interface des intelligences pour pouvoir communiquer avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des Andromédiens, des Vulcains, des Syriens, Enfin, ça, c'est ridicule. Alors, si vous voyez ce genre de truc, fuyez, fuyez, parce que ça n'a aucun sens. Voilà, quoi. Mais effectivement, oui, il y a plusieurs entités, des interfaces biologiques afin de pouvoir communiquer. Oui. Alors, est-ce que c'est gentil ou c'est pas gentil? Alors, celui qui a eu des expériences avec ces entités savent que des fois, c'est, comment dire ça? C'est traumatisant, qu'il y a des expériences qui sont réalisées, il y a des prélèvements, il y a de l'implantation, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas. Enfin, des traumas. Tu vois, moi, quand j'allais chez le dentiste, je ne pouvais pas y aller parce que dès que je voyais la lampe, je pense, tu vois, ça te fait revenir des choses à. Donc voilà, quoi. Il ne faut pas croire que c'est comme dans E.T., tu vois, on est loin de Hollywood. Ces personnes-là sont vraiment. Il y a des gens qui ne se remettent jamais, qui, qui, qui ruinent leur vie sociale, professionnelle et familiale, parce que le phénomène les prend tellement euh, intérieurement qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Et d'où justement l'intérêt de certaines structures telles que le CERO, qui maintenant permet, comme le phénomène est un petit peu plus pris au sérieux, d'aider ce genre de choses. Hein. Quand on regarde l'émission les Ailleurs, on peut voir cet ancien policier qui, à un moment, dans sa vie, ça allait très mal. Et avec les abductions à répétition, il a essayé de se mettre une balle dans la tête. Donc voilà, moi, c'est tous ces gens-là qui traînent sur les starsites de YouTube, les galactiques, Bon, on peut pas empêcher les gens de rêver. Ça, c'est impossible. Mais ce n'est pas un rêve. C'est réel. Et le rêve, quelquefois, peut tourner au cauchemar. Donc, si je ne disais pas ça là maintenant, je ne serais pas sincère. Donc, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, quoi. Ouais. Bon, ben, je te remercie pour ça. Après, on peut toujours faire ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire d'étudier les choses d'un point de vue scientifique. Et donc, j'en reviens donc à ton blog, et là, sur Substack et sur la chaîne que tu as lancée, Oui. UAP Investigation, où tu invites des personnes qui sont très compétentes pour parler de ces thématiques-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quel genre d'invité tu as et où tu veux aller avec cette chaîne? Alors, avec la chaîne enfin, UAP Investigation, on essaye de recevoir des gens qui ont chacun, à travers une démarche interdisciplinaire, des compétences très poussées sur le phénomène. Alors, j'ai reçu mon ami Eric Zurker, qui a une démarche de l'historien, qui a identifié des caractéristiques du phénomène, et donc qui a écrit aussi un livre là, actuellement avec Philippe Guillemont, un livre qui va faire
qui va être vraiment, qui va avoir beaucoup de succès sur la physique des pans. Et j'ai reçu aussi mon ami Yann Alexander, qui lui aussi a connu le phénomène, a expérimenté, et qui fait ressurgir, enfin, qui essaye d'exploiter des données qui viennent des observations faites en Afrique. Parce qu'à savoir que le phénomène ne s'est pas arrêté à la frontière américaine, il concerne tous les continents. Et donc, c'est un travail très intéressant où il collabore avec un ethnologue et d'autres personnes. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir des données qui viennent de ce continent-là. Des gens tels que Michael Desbarons, qui travaille pour la Gazette de Rennes-le-Château, et qui lui a vraiment des connaissances très spécifiques sur des cas très anciens, tels que les ballons fantômes aux États-Unis ou d'autres cas aussi. Et récemment, Massimo Teodorani, qui, lui, aurait une sommité mondiale en termes de physique et qui a étudié beaucoup ces phénomènes-là, qui a un livre qui s'appelle Boule de lumière, que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Et donc, lui, une sommité mondiale qui travaille pour le SETI, que tout le monde connaît, une sorte de recherche sur l'intelligence artificielle, enfin, extraterrestre. Et aussi, il y a des projets tels que Galileo, avec Avi Loeb ou d'autres scientifiques qui sont maintenant engagés dans la question des UAP. Et donc, moi, j'essaie vraiment de réunir des données et de faire un travail de partage et un réseau entre des chercheurs de pointe dans ce domaine pour pouvoir justement partager ces données et peut-être arriver vers d'autres hypothèses. Et c'est ce qui est indispensable. Je pense que, alors, un réseau qui parle d'intelligence non humaine, mais un réseau qui est quelque part très humain. Parce qu'il y a dans mon entreprise, il y a une dimension qui est très humaine. C'est-à-dire de réunir des humains, des cerveaux, pour pouvoir se réunir de façon comment dire, très organisée avec des données sur un phénomène qui nous échappe. Et voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire par rapport à ma chaîne d'investigation. Ensuite, des articles que j'ai publiés sur Substack. Donc là, ces articles-là sont plus liés soit à l'actualité sur les pans ou alors aux informations que moi j'ai reçues des entités ou alors que à mes travaux, des fois en psychologie, en philosophie ou même dans la science, parce que là, j'essaie de justement, avec mes quelques compétences, de faire un petit peu de physique, ce genre de choses. Et donc voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres sujets d'actualité, des fois je parle d'autres choses. Donc beaucoup d'articles, j'en ai à peu près 150 en archive. Il y a d'autres articles qui sont en préparation, qui vont sortir. Où là, j'essaie vraiment de faire un travail de pédagogie par rapport au phénomène. Alors que je te disais qu'il fallait faire preuve de méthodologie, voilà, donc j'avance tout doucement certains concepts. Après, je les relie les uns avec les autres pour justement faire ce travail de pédagogie auprès du public. Bon, bien sûr que quelquefois, c'est un petit peu high level dans tout ça, mais je fais l'effort de vulgariser un peu. Alors voilà quoi, il y aura des avis qui seront destinés plus à des chercheurs et des spécialistes, et d'autres articles qui seront plus destinés au grand public, afin de pouvoir qu'ils se familiarisent avec le phénomène ou certaines notions. Voilà. Ouais, c'est super complet. Moi, je te suis et je peux témoigner que bah, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment de la vulgarisation et que dans tes articles sur Substack, ça va plus loin, ça décortique les choses en profondeur et je pense que ça peut intéresser des chercheurs et des gens qui veulent aller au bout des choses. Euh, donc, Oui. bah, voilà, Alors, très. alors moi, comme je partage avec pas mal de scientifiques actuellement, à savoir que les recherches scientifiques, enfin, les publications scientifiques académiques sont très chères si tu veux consulter des choses et que c'est pas vraiment accessible. Et là, actuellement, moi, j'essaye vraiment de prendre chaque publication académique auquel j'ai accès ou qu'on me met à disposition, de les prendre, de les partager, de les expliquer, de les décortiquer, de les vulgariser. Et il y a Massimo Teodorani, le docteur que j'ai interviewé il y a quelque temps, qui lui aussi fait cet effort. Là, il vient de publier un extrait d'une étude qu'il lui a réalisée à destination justement du grand public. Donc, il y a un véritable travail de réseau et vraiment une volonté de partage qui est actuellement assez exceptionnelle. Et moi, je me suis dans cette dynamique-là, en fait. Et j'ai envie de favoriser cette dynamique. Et est-ce que tu sens que la communauté scientifique est ouverte là pour parler de ces phénomènes-là? Parce qu'il y a quelques Là, années, c'était pas le cas du tout, hein. actuellement, oui, et puis enfin, c'était, voilà, mais c'est pas tout nouveau, mais
Là, actuellement, on est vraiment dans une dynamique où tu as des scientifiques qui sont vraiment de très très haut niveau, hein, qui étudient les phénomènes. Je pense à Gary Nolan, à Villov, à Maximo, qu'on vient de citer, mais d'autres scientifiques qui sont vraiment, eux, à la pointe de la connaissance, qui actuellement travaillent, font des pieds et des mains pour pouvoir travailler sur les phénomènes. Ce qui est vraiment encourageant, mais, mais ces gens-là ils ne sont pas idiots, hein, donc ils savent ils font ça parce qu'ils savent qu'on se dirige vers quelque chose, qu'on est dedans actuellement et qu'on ne pourra pas faire comme si ça n'existait pas et que l'avenir en fait de l'humanité est intimement lié au phénomène. Voilà ce que je voulais dire. Et à ton avis, justement, l'avenir de l'humanité, parce que moi, la manière dont je le vois, c'est sans doute très naïf, mais je vois d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue des croyances aussi, de plus se sentir euh, au top de l'évolution, au top de la création, d'un point de vue technologique énorme, le changement que ça peut procurer, Ah oui, carrément. d'un point de vue, et puis d'un point de vue peut-être spirituel aussi, de se rendre compte que notre condition humaine n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé et qu'on est, encore une fois, pas seul dans l'univers, quoi. Comment Et tu vois là, ça? alors moi je vois que en fait, tu vois, je pense que alors tu m'as posé une question au tout début, est-ce que l'avenir est déjà écrit? C'est ça, une des 10 questions. Je pense que à un moment ou à un autre, on devait passer par là, où l'être humain, avec ce qu'il crée comme dommage au niveau de la biosphère, au niveau de l'environnement et même à lui-même, devait passer forcément par la case humilité. Et je pense que on se dirige justement vers une prise de conscience et ça va être difficile pour l'être humain de reconnaître qu'il n'est pas le plus fort, de voir ce qu'il a fait un petit peu à son prochain et aussi aux autres espèces. Mais je pense qu'on devait forcément passer par cette phase d'humilité. Et ça va être vraiment un moment qui va se faire avec beaucoup de larmes, beaucoup de cris, mais qui était quelque part indispensable. Sans ça, ben voilà quoi. Et qu'à un moment ou à un autre, ça devait se passer. Et ça se passe maintenant. Et ce qui est une bonne chose, mais qui va être quand même assez compliqué. Voilà, Mmh. pour être trop honnête. Ouais. Mais est-ce que tu crois que passer cette étape difficile, puisque ça va remettre tout en question finalement, ou beaucoup de choses en tout cas, est-ce que tu crois qu'on va avoir des rapports un peu comme diplomatiques avec d'autres espèces, comme on peut l'avoir avec d'autres pays aujourd'hui, avec d'autres planètes? Comment on peut imaginer ça? Alors, je pense que le phénomène est aussi conscient de ce qui se passe parce qu'il est, moi, je pense qu'il est, j'en suis persuadé qu'il est acteur à part entière dans ce qui est en train de se passer maintenant. Mais je pense que ça se fera de façon assez graduelle, où il y Mmh. aura. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des contacts avec des dirigeants? Alors là, moi, je peux pas donner de réponse définitive, On ne mais sait c'est pas, vrai mais que il paraît. ouais, voilà. Alors peut-être oui, mais sur peut-être sur une autre modalité. Et ça se fera vraiment, je pense, vraiment petit à petit. Il faudra déjà que, tu sais, c'est un petit peu comme dans le Petit Prince. Lorsqu'il s'approche du renard, il s'approche un petit peu, à chaque fois un petit peu plus, pour voilà, créer un lien. C'est ça, être apprivoisé quelque part. Mmh. Apprivoiser le phénomène. Et nous, à la fois lui, et nous aussi l'inverse. Et donc, ça sera comme ça de façon progressive. Alors Mmh. là, peut-être qu'ils vont nous habituer à leur présence de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup plus d'observations maintenant. Donc, se faire à l'idée quelque part. Et ensuite, bah, il y aura forcément, oui, un dialogue et puis une communication. Mmh. Et ce qui est bien aussi quelque part. Mais est-ce qu'on va projeter ce qu'on est nous sur ces phénomènes et avec toute la misère du monde et puis les motifs, tu vois, un peu de, tu vois, genre, c'est déjà difficile là en ce moment d'accueillir l'étranger qui est bien humain chez nous. Comment on va vivre aussi d'accueillir l'étranger qui est totalement différent de nous? Alors, il y a des gens qui sont bienveillants dans ce monde, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Voilà. Mmh. Après, ouais, ouais. Moi, je sais pas si le but c'est de se mélanger non plus, d'autant qu'eux, ils ont, Oui, ils ont l'air d'être très, très avancés par rapport à nous. il y a, Euh, oui, voilà. Donc il y a une telle altérité par rapport à ces entités et nous que
Je ne vois pas demain, tu vas marcher dans la rue tu vas avec avoir ton un gris, copain, ton salut, copain ah oui, tu avec vas ta bien ou jambe quoi? Non, 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 comme dans ça va dans pas, les Futurama. non, ça va pas marcher comme ça, non, forcément. Donc, bon, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, voilà, quoi. Bah, écoute, on va voir comment ça évolue. En tout cas, on va suivre tes travaux pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Et puis, on va essayer de garder notre discernement aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses, que ce Oui, soit du côté un peu politique qui veut protéger bah, aussi son pouvoir, et puis ou que ce soit du point de vue des gens qui peut-être fantasment un petit peu aussi là-dessus. On va essayer d'avancer dans la vérité. ce que tu dis est très important. Je pense que lorsqu'on parle du discernement, il faut garder le discernement toujours aussi, et faire preuve aussi quelque part de logique. Même si quelque part les espérances sont très étranges hein, par rapport aux entités, il faut aussi réfléchir, mais aussi se mettre à la place des gens. Alors quand on parle de secret, de gouvernement, tout ça, il faut que les gens comprennent aussi que, bon, au niveau du gouvernement, c'est pas facile. Donc il faut aussi pas leur fermer la porte ou alors les pointer du doigt, mais peut-être aussi leur donner voilà, envie aussi de pouvoir s'impliquer dans ce dévoilement par rapport à ce phénomène-là. On ne peut pas leur rejeter la pierre non plus. Bah oui, si on se met à la place des gouvernements, on pourrait dire que c'est pas facile non plus. Hein. Ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Après, en faire un objet de fantasme, c'est beaucoup plus dangereux là. Parce que je pense que tout ce qui se passe actuellement en termes de. Et c'est l'argent toujours, hein, tu vois, tout ce qui est les sectes ufologiques. Là, je vois beaucoup sur Facebook. Alors, paye autant pour voir si tu es un starseed, une graine d'étoile, si tu appartiens à telle espèce ou telle Ah espèce. bon? D'accord. Donc ces gens-là, ils exploitent un petit peu ce fantasme. Et ce qui n'est pas bien pour pouvoir prendre de l'argent aux gens, quoi. Et puis Mhm. les emmener dans une espèce de fantasme, de rêve qui a aucun rapport avec le phénomène. Comme je te Mhm. disais, c'est réel, c'est traumatisant parfois. Quelquefois, c'est dur à gérer. Et ce genre de choses, moi, j'aime pas trop parce que, tu vois, c'est quelque part comment dire, remettre en question les gens qui sont de bonne foi et qui essayent vraiment de s'en sortir, de vivre Mhm. avec ce phénomène-là. On ne peut pas faire ça. Et après, tu as d'autres personnes qui pensent que tous ces phénomènes-là sont hostiles. Alors, bon, il y a aussi la question du libre arbitre et aussi du déterminisme dans les rencontres des ponts. Et ça, c'est véritablement un problème. Et c'est clair qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Les gens qui se font abducter n'ont pas demandé à se faire abducter. Et donc, il y a un problème là de libre arbitre, tu vois, sur lequel il faut vraiment se pencher. Et donc, mais dire que le phénomène est hostile, qu'il est malveillant par rapport à ça, ce serait aussi prendre des raccourcis qui sont très, très, très faciles. Mhm. Voilà. Alors, je pense que si le phénomène, si ces entités voulaient nous envahir, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Voilà quoi. Donc il faut faire preuve d'équité, de réflexion, de poser les choses. Et c'est là en fait que est tout l'intérêt de travailler avec des gens de différents domaines et des gens qui sont très compétents dans différents domaines d'investigation. Parce que ça nous permet justement de faire la part des choses et de relier l'expérience avec des certaines réflexions qui sont indispensables pour pas tomber dans des biais cognitifs, des biais psychologiques qui n'ont rien à faire dans ce champ d'investigation. Mhm. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un premier tour d'horizon qui est Oui. assez complet pour une première fois. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Parce que non. Alors, juste que, bon, voilà, bah, je vous invite tous à consulter mes travaux, à aller sur ma chaîne YouTube et aussi à lire les articles. Et j'ai aussi un groupe Facebook UAP Investigation où là, je donne la possibilité aux personnes comme toi ou comme d'autres personnes de poser des questions aux intervenants que je reçois. Donc, comme avec Maximo, j'ai laissé la possibilité aux gens de lui poser des questions sur certains aspects. Et donc, j'essaie de donner une dimension assez interactive, justement, aux rencontres que je fais avec les gens, en proposant aussi à mes abonnés de pouvoir être dans le processus de questionnement aussi. Et là, on va créer des choses qui vont être pas mal. Il y a beaucoup d'interviews qui vont sortir, qui vont être vraiment d'une très grande qualité. Hein, et j'essaie vraiment de donner
le meilleur point de vue possible et vraiment les données les plus fiables que je peux trouver par rapport à toutes ces choses-là. Donc voilà quoi, tout ce que je voulais dire. En tout cas, je veux dire merci à toi de m'avoir reçu, parce que bon, je fais des interviews, mais je n'ai pas forcément l'habitude que ce soit moi qui se prête à l'exercice, on va dire. Mais je pense qu'on a dit des choses qui sont intéressantes ce soir. Carrément. Moi, je trouve ça très intéressant. Et puis, bon, bah, évidemment, on pourrait tirer des fils à chaque fois, mais on aura d'autres occasions, je pense, et Oui, j'espère. oui, bien Et, sûr, bien sûr. bah, merci encore, Johan. Et puis bon courage à toi pour tes recherches. Et puis, on va suivre tout ça avec grand intérêt. Merci beaucoup à toi, Olivier, hein. Et puis, on va aussi suivre ta chaîne. Alors que je rappelle hein, l'écoute de la source, hein, avec des articles qui sont très pertinents, qui sont très documentés, avec toi, Mayenne. Et moi, j'ai eu vraiment un grand plaisir aussi à lire le contenu que vous créez, hein. Bah, merci beaucoup. On avait eu un super moment en live avec certaines personnes de ton média, hein. C'était vraiment très. Et donc, moi, j'encourage les gens à aller consulter aussi ton contenu. Et d'ailleurs, lorsque l'interview sera disponible, je vais mettre le lien pour que les gens puissent venir consulter au fait, ce que tu fais, ce que tu Voilà. proposes dans ton journal. Voilà. Top. Bah, merci à toi. Et à très Merci à bientôt toi. alors. Merci, Olivier. Au revoir. Salut.